Salut à toi, nous sommes Marie et Julien, experts comptables et moralistes, banquiers d'affaires et surtout investisseurs. Nous te souhaitons la bienvenue dans ce nouvel épisode de Kick le Boomer Dream, un podcast où on parle d'investissement, de finances personnelles et d'entrepreneuriat en détente et dans la bonne humeur, avec un objectif, te permettre de nous suivre dans la quête de sortir de la rat race et de prendre ton destin en main. Grâce à nos expériences pro et à notre vie d'investisseur, nous te donnons les conseils qui nous ont permis d'avancer dans la construction d'un patrimoine immobilier et financier, principalement cryptoactif. Chaque semaine, nous abordons un sujet en le vulgarisant au maximum pour qu'il soit le plus intéressant. Nous recevons un invité par mois avec un parcours inspirant et une expertise différente sur de nouveaux sujets. Si tu apprécies notre podcast, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme d'écoute, à nous laisser une note 5 étoiles et à partager cet épisode et ce podcast à 2 personnes de ton entourage pour nous aider à le faire grandir. Je te laisse tout de suite avec l'épisode et je te souhaite une très bonne journée. Bonjour à tous. Salut tout le monde. On est content de vous retrouver cette semaine, en forme. Franchement, c'était une semaine calme pour nous, donc Ça fait bien. ouais, ça fait du bien. En fait, on est là à chaque fois. Putain, on n'a rien à faire aujourd'hui, c'est normal. Ouais, c'est exactement ce qu'on se disait juste avant de lancer l'épisode, c'est que en ce moment, justement, on a tellement peu de choses à faire que des fois, on a des moments de stress en mode, c'est vraiment bizarre qu'on n'ait pas grand chose à faire. En fait, c'est pas qu'on n'a pas grand chose à faire, c'est qu'en fait là, tout est un peu bloqué. Tu sais, on a des mises en location à faire, etc. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a moins de travail que les 3 dernières semaines. On a beaucoup peint. Et puis surtout la dernière année, quoi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais franchement, c'est appréciable. Surtout qu'en plus, on n'a pas rien fait cette semaine. Enfin, on a eu quand même pas mal de rendez-vous. Moi, j'ai donné cours lundi, encore, la matinée. Ouais, mais en fait, le rythme, il est tellement plus calme qu'avant que du coup, on a l'impression de rien faire, quoi. C'est sûr. Avant qu'on démarre le thème de l'épisode qui est crypto cette fois, donc c'est Julien qui va principalement animer. Moi, j'y connais pas grand chose au sujet, mais du coup, on va apprendre ensemble. Bah, comme les auditeurs, exactement, tu pourras en apprendre. Exactement. On va faire les boom anecdotes. Et mon Dieu, comment ne pas passer à côté de cette semaine? Je sais Enfin, peut-être les auto-entrepreneurs doivent savoir de quoi je parle, mais ils ont décidé d'abaisser le seuil de TVA pour les auto-entreprises, même les entreprises qui sont en franchise de TVA. Du coup, c'était 37 500 le seuil pour vraiment être assujetti à la TVA. Et maintenant, du coup, c'est 25 000 pour tout le monde. Oui, alors peut-être juste parce que là on enregistre le samedi 8, donc on a eu quand même quelques rebondissements cette semaine, et c'est vrai qu'en fait ils nous ont sorti leur loi de finances pour l'année 2025 qui est juste une vaste blague. Alors eux ils sont là en train de dire non mais c'est génial, on a réussi à faire une loi de finances de compromis où tous les partis sont d'accord, etc. Bon, en fait ils sont juste d'accord pour augmenter les impôts, c'est tout, et pas baisser leurs dépenses, quoi. C'est un truc de fou. Moi personnellement ça me fait péter les plombs. Vraiment, je commence là, tu vois, on arrive à un point où vraiment cotiser ce système, ça devient vraiment compliqué, parce qu'en fait ils passent leur temps à augmenter les impôts en se disant en fait on est en déficit parce qu'il n'y a pas assez de ressources, sauf qu'en fait c'est un problème. À un moment donné, c'est pas les ressources le problème, c'est les dépenses, quoi. Ouais. Et qu'encore une fois, il n'y a pas une journée qui passe sans qu'il y ait des giga scandales de corruption qui apparaissent un peu partout. Tu vois, par exemple cette semaine j'ai vu un thread sur Twitter où c'était le président de Pôle emploi, et du coup ça parlait un peu de tous ses avantages, de combien il était rémunéré, des fêtes fastueuses qui faisaient avec l'argent de Pôle emploi, qui est du coup l'argent de l'État, et puis le manque d'efficacité de Pôle emploi, enfin je l'appelle ça Pôle emploi mais c'est France Travail maintenant, par rapport à leur nombre de salariés, à l'efficacité de ce qu'ils faisaient pour le nombre d'emplois qu'ils trouvaient, de ce que des acteurs privés comme Glassdoor ou LinkedIn font, ou même les agences d'intérim. Et en fait tu te dis mais ils dépensent des milliards dans tout un tas de choses parce que eux ça leur permet d'avoir des gros postes qui leur permettent d'avoir beaucoup de revenus et de simplement dépenser l'argent des Français, et t'augmentes les impôts chaque année, quoi. Et à un moment donné, en fait, si tu veux, on serait en guerre, tu vois, on est en mode voilà, je sais pas, imagine on serait l'Ukraine, tu vois, on est là, on est en guerre, et forcément t'as 50% de ton PIB qui passe dans l'industrie de la défense, et t'es là en mode la guerre elle va pas durer 100 ans, tu vois, à un moment donné ça va bien s'arrêter, et après ça ira mieux. Là en fait, chaque année ça s'aggrave, chaque année ils ne font rien pour que ça aille dans la bonne direction, et ils t'augmentent les impôts quand même de manière significative chaque année, quoi. Donc on avait parlé de l'augmentation des impôts sur
sur les cryptos. Je crois que dans le dernier épisode, on avait dû parler de ce qui finalement n'est pas passé, mais tu sais, c'était l'impôt sur la fortune improductive. On avait parlé d'immobilier, Ouais, etc. je me rappelle, ouais. Ça non plus, c'est pas passé. Mais là, ce qu'ils nous ont sorti du chapeau, qui est vraiment sorti de nulle part, parce que franchement, avant, il y a 15 jours, j'avais jamais parlé qu'ils avaient ça dans les tuyaux, mais c'est de modifier le seuil de la franchise de TVA pour les petites entreprises. En fait, le truc, c'est que je pense qu'ils se rendent pas bien compte parce que 25 000 € divisé par 12, ça fait à peu près 2 000 € net par mois brut pour ceux qui sont en auto-entreprise. Tu retiens 25% d'URSSAF. Voilà, 25% d'URSSAF. En fait, t'es à 1 600 net. Enfin, je veux dire... et surtout, facturer la TVA au-dessus de 25 000, je sais pas comment est-ce que les auto-entrepreneurs peuvent se retrouver au niveau de leur marge, tu vois. Tu vas perdre des clients, c'est sûr. Ouais, mais en fait, le plus grave dans tout ça, c'est qu'en plus, là, c'est ce que j'ai vu, et en plus, enfin, des fois, tu dis qu'il y a des trucs qui vraiment sont scandaleux, et bref, j'ai vu passer, justement, un communiqué de la Fédération française du bâtiment qui saluait la mesure parce qu'aujourd'hui, t'as une distorsion de concurrence entre, les grosses entreprises qui sont en TVA et les petits artisans qui le sont pas. Sauf qu'en fait, non, le marché marche pas comme ça, tu vois. Genre, nous, on est dans le bâtiment, on a fait travailler je ne sais combien de dizaines et de dizaines d'artisans. La réalité, c'est qu'effectivement, quand tu fais des petits chantiers, t'aimes bien voir des petits artisans qui ont pas la TVA parce que toi, t'es un particulier, que tu peux pas la répercuter. Et quand tu fais des gros chantiers, que tu deviens un marchand de biens, que t'es un promoteur immobilier qui engage des grosses boîtes, là, effectivement, les grosses boîtes sont en TVA parce qu'on est sur un marché de professionnels où il y a que des gens en TVA et qu'ils la récupèrent, en fait. Donc, en fait, c'est juste parfois pas le même marché, quoi. Moi, j'ai lu, par exemple, alors, je sais pas pourquoi, je suis toujours dans les boîtes de distribution de l'ordre des experts comptables, qu'en gros, ça a été fait pour s'aligner un petit peu aux autres pays européens, tu vois. Et j'étais là, mais le truc, c'est que les autres pays européens, ils sont pas taxés comme nous, on est taxés, tu vois. Mais c'est vrai que ça, je l'ai pas vu. Parce que c'est vrai que des je fois, t'enverrai le mail, si je tu veux veux. bien que tu me l'envoies parce que c'est vrai que j'y avais même pas pensé. Des fois, quand on a des dingueries fiscales, en fait, il faut souvent chercher un peu dans les demandes de la Commission européenne ou dans un petit peu ce que l'Union européenne nous veut. Enfin, on veut surtout notre argent, tu vois. Ouais. Et puis c'est surtout que moi, ce que je trouve le plus grave et qui montre encore une fois que ces gens sont d'une incompétence incroyable, c'est que quand ils ont mis en place le régime des auto-entreprises et le fait qu'effectivement on est peu taxé en auto-entreprise, on peut voir ça un petit peu comme une niche. Et c'est vrai que nous, on avait parlé de l'auto-entreprise, je me souviens, dans un épisode il y a à peu près un an. Et en fait, l'intérêt de ce régime à la base, c'est que forcément, on est sur des revenus qui sont pas très importants et on est grosso modo dans des professions où tu peux faire beaucoup de black. Et la logique, c'était de dire, voilà, dans les métiers où vous faites du black, on vous fait un régime où vous êtes peu taxé, comme ça au moins, au lieu que vous fassiez du black, vous déclarez ce que vous gagnez, ça vous donne au moins une protection d'assurance maladie, ça vous permet d'être dans la légalité et la différence de ce que tu vas payer en termes d'impôts entre faire du black et pas faire du black, faut pas qu'elle soit trop importante. C'était vraiment ça le régime des auto-entrepreneurs, c'est-à-dire que tu fais du black, en fait tu fais du black, t'es hors système, t'as pas de protection maladie, tu peux pas emprunter pour acheter de l'immobilier, etc. Tu déclares ton chiffre d'affaires, tu payes pas ta TVA, tu payes que 25-26%, mais même à la base, quand c'est sorti le régime des auto-entrepreneurs, c'était 21% d'URSSAF. Maintenant, on est à 26. Mais voilà, l'idée, c'était de dire, voilà, vous payez 26% d'URSSAF et au moins, ça vous permet d'être dans la légalité sur vos revenus. Et là, tu leur mets 20% de TVA, c'est simple, c'est que t'as tous tes auto-entrepreneurs qui vont recommencer à faire du black. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont rien compris l'idée du régime, c'est pas de faire un cadeau fiscal, c'est de faire en sorte que des gens qui ne déclaraient pas déclarent. Donc là, tu les mets, c'est simple, ceux qui, j'en parlais, nous on a des auto-entrepreneurs, on en a plein autour de nous, ils prennent 26% d'URSSAF plus 20% de TVA, ils sont que sur des clients B2C qui récupèrent pas la TVA. Donc en fait, la TVA, souvent, ils peuvent pas la répercuter sur leur prix parce que justement, ils sont en concurrence avec des gens qui font du black. Donc leur seul moyen de s'en sortir, ça va être de faire du black. En fait, c'est juste que j'ai l'impression qu'on paye toujours pour une espèce de caste là qui est bien où elle est et qui s'engraisse. Par exemple, je crois que c'est toi qui m'en as parlé, mais en fait, dans les tuyaux, ce que tu disais de pas réduire les dépenses, il y a des privilèges quand t'es ancien président, ancien ministre, etc. Par exemple, justement, cette semaine, quand ils étudiaient le projet de loi de finances, t'avais le truc de supprimer le régime des anciens présidents, des anciens ministres qui nous coûtent je ne sais combien de centaines de millions par an, tu vois. Et ça, à la dernière minute, ils étaient là, ah non, ça vraiment, on peut pas le supprimer, tu vois. Genre, en fait prendre 700 millions d'euros sur les petites gens, sur les petites entreprises et auto-entrepreneurs, parce que c'est ce que ça rapporte, leur mesure, ce qu'ils ont estimé, 700 millions, très sincèrement, ils les auront jamais parce que tout le monde va faire du black. Mais voilà, ils estimaient récupérer 700 millions sur les auto-entrepreneurs.
ils auraient supprimé le régime des anciens présidents, ils auraient déjà récupéré 400-500 millions, quoi. C'est ça, et pareil, au final, qu'importe le parti, il y en a aucun qui s'est opposé quand ils ont augmenté les salaires des députés, tu vois. Ouais. C'est quoi, c'est 6 000 plus 6 de frais, je crois, un truc comme ça. Alors ouais, c'est compliqué. Les députés, ils ont grosso modo 6 000 net quand même par mois, je crois. ouais, ils sont à 6 000 net par mois, plus ils ont une enveloppe de frais de mandat qui est grosso modo du même montant, environ 6 000. Donc en gros, ils sont à 12 000 par mois. Et en plus, ils ont une réserve parlementaire qu'ils peuvent utiliser pour engager leurs assistants, etc. Donc grosso modo, chaque député Il nous coûte un rein et demi. 25 000 hors charge. Et là, qu'importe le parti, en fait, ils sont tous d'accord pour voter leur augmentation de salaire et certainement pas la diminuer. Donc en fait, ça commence à bien faire. Ouais. Pareil, je suis plus le mec du Sénat, là. Putain, comment il s'appelle, je suis encore. Gérard Larcher. Oui, Larcher. Il s'est acheté un siège à 40 000. Ouais, je l'ai vu, mais je crois que c'est notre ami Bye Bye Patron qui l'avait partagé sur Instagram, je l'ai vu, ouais, c'est... Je sais pas, quand tu vois ça, t'es là, bah, ouais, enfin bon. Ouais, en fait, je pense que tout ce petit monde commence à coûter bien cher et qu'en fait, ils ont du mal à... Non, mais ça montre... Le pire, c'est que ça montre Ils ont vraiment... du mal à tenir tout ça ça. montre soit la corruption, soit la déconnexion. Parce qu'en soit tu dis ce mec-là est vraiment déconnecté pour être prêt à mettre 40 000 euros d'argent public dans un siège, soit c'est de la corruption parce qu'en fait, le siège, il a acheté un de ses copains qui lui a facturé 40 000, alors que, très sincèrement, entre nous, à moins que ce soit le siège de Louis XIV, je vois pas comment un siège peut coûter 40 000 euros, tu vois. À moins qu'on me dise qu'il y ait Napoléon Bonaparte qui soit assis dessus, auquel cas, je veux bien qu'il y ait une vraie valeur historique. Je vois pas comment un siège, ça peut coûter aussi cher. Si tu veux, même un fauteuil roulant dernière génération, tout automatisé, ça coûte pas ce prix-là, tu vois. Donc, un siège simplement pour qu'un président du Sénat s'assoie, je ne vois pas comment ça peut coûter aussi cher. Même si le président du Sénat est un certain poids qui font un siège un peu renforcé. Enfin bon. Voilà, donc ça c'était la dinguerie de la loi de finances. Après, visiblement, ils ont mis le truc en suspens. Alors qu'il me semble que normalement, avec les motions de censure, etc., normalement, c'était automatiquement adopté. Mais là, vu que ça grince des dents... 49.3, ouais, en fait, là, il faut pas crier victoire trop vite pour le seuil de la TVA, parce qu'en fait, ils l'ont suspendu. Ouais. Et en fait, ça arrive souvent, c'est que quand vous avez comme ça une loi de finances, en fait, il faut qu'il y ait des décrets d'application qui passent. Par exemple, l'augmentation des frais de notaire, en soi, ça avait été voté en fin d'année, mais il n'y a pas eu encore de décret d'application. Donc là, pour la TVA des micro-entrepreneurs, c'est ça, c'est qu'on va voir quel décret ils vont mettre. On n'est pas sauvé pour l'instant, mais à mon avis, s'ils le mettent pas à 25, ils vont essayer de le mettre à 30 ou à 32. Enfin bref, en tout cas, c'est sûr que ça restera pas à 37. C'est clair. Tu voulais dire autre chose sur les lois de finances ou pas? Non, je pense qu'on a fait déjà fait un bon tour. Le marché IMO est calme en ce moment et franchement, nous on le voit de fou. Enfin, je pense même autour de nous. Là, nous c'est pas qu'on a du mal à louer, mais oui, effectivement, les gens sont pas. Enfin, il y a vraiment une saisonnalité. En fait, il y a pas de visite, quoi. Personne n'appelle. C'est ça. Personne n'appelle, etc. Alors qu'il y a quelques mois, pour des mêmes biens, on avait du monde. Ouais. Et on a des agents IMO qui sont nos potes qui disent que franchement, c'est chaud parce que là, il n'y a pas de vente, pas de transaction. Pas d'offre. Alors pourtant, j'ai l'impression quand même que les prix baissent un petit peu quand même. Oui, alors... Moi, personnellement, je trouve que les prix affichés ne baissent pas forcément, mais ce qui augmente un peu en ce moment, c'est que les négociations, c'est que forcément, on est dans un moment où t'as grosso modo moins de candidats à l'acquisition, des banques qui prêtent un peu plus, mais bon, on est toujours pas retourné dans les folles années 2020-2021, et forcément, vous vous retrouvez avec des vendeurs qui commencent à vraiment avoir besoin de vendre, et quand vous avez une visite en 3 mois, forcément, si vous faites une offre, même si elle est un peu à prix cassé, vous commencez à regarder. Et nous, on arrive en plus à voir que c'est un peu dans la France entière, parce que du coup maintenant avec les élèves qu'on accompagne par le biais de nos coachings, etc., ils sont un petit peu partout en France. Ouais. Et grosso modo, c'est vraiment partout pareil, toutes les régions sont concernées. Et bon, c'est bien pour les acquéreurs et j'ai bien envie de dire c'est bien pour vous, parce que du coup, si vous avez un projet IMO dans les tuyaux, franchement, allez-y franco sur la négociation, parce que vous aurez peu de concurrents en face pour faire une offre plus haute que vous. Mais c'est vrai que nous, du coup, pour revenir à notre situation à l'instant T, nos biens qu'on a loués, principalement des biens pour des pros en plus en ce moment, c'est un peu compliqué. Et justement, je pensais que 2025, nouvelle année, rentrée, etc., t'aurais des gens qui veulent lancer leur business et qui auront besoin de prendre des locaux. Et visiblement, je pense que l'instabilité politique joue aussi un petit peu. Ouais. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui attendent avant de savoir un petit peu à quelle sauce ils vont être mangés. Ouais. On est bien d'accord. En parlant des coachings, du coup, on ouvre 5 places pour le mois de mars. Pour le mois de mars. Et du coup, on est super content quand même de la manière dont ça se développe.
remercie nos élèves qui sont super appliqués. Franchement, de fou. En plus, on a que des pointures et ça, franchement, ça fait plaisir. Ouais, franchement, tout le monde est vraiment Et quand impliqué. je dis pointure, pensez pas que forcément il faut être super, avoir plein de connaissances, etc. pour qu'on vous accompagne. Mais quand je dis ça, c'est qu'au contraire, c'est qu'ils sont très investis. Ah ouais, Et c'est un du truc coup, de ils ont tout de zinzin. suite des résultats. C'est-à-dire que, que ce soit par exemple ce qu'on va faire un peu sur la partie financière ou crypto, forcément tout de suite ça paye parce que ils attendent pas 3 mois avant de mettre en place ce qu'on a vu ensemble. Sur la partie immobilière, tout de suite en quelques semaines, ils arrivent à comprendre comment on cherche une bonne affaire, comment on la trouve et après ils vont visiter. Derrière, ils arrivent à mener des négociations, avoir des offres acceptées et parfois finalement sur des timings plus petits que ce qu'on pensait. Tu vois, des fois je dis il faut compter entre 1 à 2 mois, 2 mois et demi pour avoir une offre acceptée. Et franchement, il y en a finalement Ah, ils en sont 15 trop jours, chauds. 3 semaines, ça y est, c'est réglé quoi. Ah, c'est vrai. Donc voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés de travailler avec nous, on ouvre 5 places pour Exactement, mars. parce qu'effectivement on commence à avoir un peu plus de temps et forcément petit à petit on ouvre un peu plus de places d'accompagnement. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous envoyer un DM soit sur Instagram ou à nous envoyer un mail à quitteleBoomerDream@gmail.com. De toute façon vous avez l'adresse mail dans la description de ce podcast et puis éventuellement on pourra se prévoir un call ensemble pour que je vous décrive un petit peu tout ça si ça vous intéresse. On a des questions d'abonnés cette semaine. Ça faisait quelques semaines que je les avais pas faites, alors qu'en vrai, on en a toutes les semaines. Bravo, voilà. tu suis pas. J'ai Timothée qui me demande si n'importe quel logement d'habitation peut être transformable en bureau pro ou est-ce que c'est soumis à des conditions? Alors, ça va dépendre de comment est cadastré le bien, parce que c'est vrai que s'il est cadastré en lot d'habitation, en soi, vous pouvez pas en faire ce que vous voulez, en faire du pro. Il faut demander un changement de destination auprès de la mairie. Également, des fois, dans des copropriétés, vous avez des clauses dans le règlement qui vont vous interdire de faire des activités commerciales. Alors souvent, les activités, ce qu'on appelle professionnelles, donc libérales, elles sont autorisées, mais du coup, en fonction de l'activité de bureau, si c'est une activité commerciale dans un bureau, là, pour le coup, vous pouvez être un peu coincé dessus. Et en revanche, des fois, vous allez avoir des biens, et nous, c'est notre cas, où ça peut arriver que vous ayez un local ou un appartement où l'usage qui est inscrit au cadastre, ça soit habitation, commerciale ou professionnelle, et là, auquel cas, à ce moment-là, vous faites ce que vous voulez. Donc en fait, il faut simplement vérifier comment le bien est prévu. De manière générale, ce que je vous conseillerais, c'est que si le bien est un appartement, de le laisser en appartement, sauf si l'emplacement ou la copropriété se prête particulièrement bien à faire du commercial. Mais sinon, les changements de destination dans l'immobilier, j'ai remarqué que c'est pas toujours, hors cas exceptionnel, pas toujours le plus intéressant et souvent des grosses galères administratives. Ensuite, j'ai Nicolas qui me demande comment est-ce qu'on sort de l'argent en SCI à l'IS. Aïe aïe. Ah, ça c'est la grande question. C'est la grande question, ouais. Alors effectivement, quand vous investissez en SCI, déjà souvent vous avez dû faire de l'apport. Donc déjà la première chose à récupérer, c'est votre compte courant d'associé que forcément vous allez pouvoir récupérer sans impôt. Après, il y a pas mal de frais que vous allez pouvoir passer en SCI, que ce soit des frais de déplacement, que ce soit des frais de meubles, que ce soit tout un tas de frais qui vont se rapporter de près ou de loin à votre activité de location dans la SCI. Donc ça peut être une partie de vos abonnements internet, ça peut être aussi une partie des frais de l'imprimante que vous avez dû acheter. Voilà, c'est tous ces frais-là qui vous permettent de pouvoir mener votre gestion dans la SCI. Alors forcément, si vous déléguez tout dans une agence immobilière, c'est un peu plus compliqué de faire passer des frais. Mais voilà, en tout cas, pour tous les propriétaires qui gèrent tout seuls, tout de suite, il y a pas mal de choses que vous pouvez déduire. Et ça c'est déjà, entre guillemets, une manière de sortir un petit peu d'argent de la SCI et surtout de réduire son bénéfice taxable. Et ensuite, vous allez avoir les indemnités kilométriques aussi, assez importante. Donc là encore, plus vos biens sont loin, plus vous avez des indemnités kilométriques que vous pouvez faire par an en fonction du nombre de fois où vous êtes allé voir le bien. C'est sûr que si maintenant dans votre SCI vous avez le bien qui est juste au-dessus de vous dans la même copropriété, c'est plus compliqué. Mais voilà, grosso modo, l'indemnité kilométrique, c'est aussi les kilomètres que vous allez faire pour aller visiter un nouveau bien, que vous allez faire pour aller voir votre comptable, etc. Donc il y a quand même pas mal de kilomètres qu'on peut récupérer. Et ça, l'avantage, c'est que c'est déductible pour votre SCI et que vous n'êtes pas taxé en nom propre. Donc vraiment, c'est full gagnant. Et après, vous allez avoir au choix soit la distribution de dividendes. Donc effectivement, vous devez payer la flat tax à 30%. Ça, c'est un peu le dernier recours
quand vraiment faut sortir du cash. Et en général, c'est plutôt ce que vous ferez quand vous aurez revendu le bien et que par exemple vous aurez 100, 200 000 euros sur le compte de la SCI. Ou alors, si vous êtes dans l'optique de vouloir réinvestir dans un autre bien, voire dans une autre société, mettre une holding au-dessus de votre SCI et pouvoir remonter les flux de trésorerie quasi sans fiscalité. Et comme ça, pouvoir réinvestir après dans autre chose et faire grossir comme ça votre boule de neige. C'est un peu à vous de voir. Ouais. Voilà. Je sais pas si tu vois quelque chose à rajouter. Non, en vrai, t'as tout dit, hein. Y a pas trop de secrets. De toute façon, je pense qu'on l'avait déjà dit tout ça, mais c'est vrai que c'est bien de faire une petite... Un petit rappel là-dessus. Une petite piqûre de rappel. On a dépassé les 100 avis sur Spotify, on est très contents. Bah, franchement, merci à vous, parce que franchement, on en parlait depuis pas mal de temps. Et je vous avais demandé quelquefois de penser à nous mettre des avis 5 étoiles sur Spotify ou sur Apple Podcasts ou sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Donc franchement, un grand merci à vous pour les quelques secondes que vous avez pris à le faire. Vraiment, c'est très sympa. Donc on est content. Ça montre en plus que le podcast progresse et prend de l'engouement. Et de toute façon, on le voit, nous, dans les abonnés. Là, on a toutes plateformes confondues. On a à peu près dépassé les 1000 abonnés, ce qui est quand même beaucoup, je pense, sur un podcast, en tout cas dans notre niche. Enfin bon, il y en a d'autres hein, qui sont plus gros que nous, etc. Mais bon, il y en a pas 50 000 non plus. Donc franchement, je suis content. Et après, ça varie un peu d'une plateforme à une autre, mais par exemple sur Apple Podcast, vous pouvez nous laisser des avis directement. Et vraiment, on a des excellents avis. Franchement, un grand merci à vous. Par exemple, on a Coralie qui nous a dit toujours des bonnes anecdotes et expériences. Julien est très clair et précis. Et Marie est simple et honnête sur tous les sujets. Bravo pour votre contenu. On a Anissa qui nous a dit: je viens de découvrir ce podcast, l'année 2025 commence bien, je vais pouvoir tout rattraper. Merci beaucoup. Il y en a qui ont du courage. Hein. Ouais, franchement de fou. Il y a Michael, il nous a dit: Julien et Marie nous offrent chaque semaine un contenu de très grande qualité. Étant investisseur IMO, j'ai grand plaisir à écouter le podcast lors de mes sessions de footing. Les anecdotes, le partage de leur expérience professionnelle d'investissement apportent beaucoup de valeur. Merci à eux pour tout ça. Merci à toi Michael en tout cas pour ton avis. Donc voilà, franchement ça nous fait vraiment plaisir quand vous nous en laissez. Et en plus ça aide, j'imagine, les gens qui découvrent le podcast à savoir un peu ce que les autres auditeurs en pensent. Donc voilà, c'était juste pour vous remercier. Merci à vous. Passons au sujet du jour, mon Dieu. Moi, j'y connais pas grand-chose, mais on va parler de airdrop, stacking et lending crypto. Exactement. Voilà. Et là, j'ai perdu tout le monde. En fait, le but de l'épisode d'aujourd'hui, c'est pas de vous faire un tuto sur comment investir de ces manières un petit peu différentes en crypto, parce que ça serait trop long ou alors ça serait trop technique, et puis en plus le podcast ne se prête pas spécialement à le faire, mais c'est plutôt de vous ouvrir un petit peu votre univers d'investissement sur les autres manières dont vous pouvez investir en crypto. C'est-à-dire c'est pas juste je mets de ma thune sur mon... Voilà, c'est ça. C'est-à-dire autrement que la crypto, la plupart du temps, quand on parle de gagner de l'argent là-dedans, c'est acheter, revendre des crypto-monnaies. En général, c'est acheter bas, revendre plus cher. Ça, on en a déjà parlé pas mal sur le podcast. Je pense que vous savez tous le faire. Si vous savez pas le faire, enfin en tout cas si vous l'avez jamais fait, c'est pas très compliqué d'ouvrir un compte sur une plateforme, de mettre ses premiers euros. Moi, je recommande vraiment de le faire, même si encore une fois, je suis pas forcément un crypto maximaliste, pardon. Puis là, c'était dur. C'était fatigant. Et que je vous dis, mettez 100% de votre patrimoine là-dessus, etc. Ça va remplacer les banques ou quoi. Non, ça c'est pas forcément ce que je vous dis. Mais par contre, ça fera partie du monde de demain. Et en fait, il faut avoir commencé à acheter un petit peu de crypto. Il faut voir un petit peu comment ça fonctionne. Il faut avoir mis le pied à l'étrier, voir commencer à faire ses premières opérations, ce qu'on appelle on-chain, donc des vraies opérations sur la blockchain, de voir un petit peu comment ça s'utilise. C'est pas très compliqué. Et vraiment, c'est dingue comment c'est utile. Honnêtement, aujourd'hui, la blockchain, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment, d'un point de vue financier, faire des opérations de virement, de transactions d'un pays à l'autre, d'un compte bancaire à l'autre de manière instantanée, avec des frais qui sont vraiment beaucoup plus bas que ce que proposent les banques. Alors ça, des fois en tant que particulier, on le voit pas forcément parce que quand vous faites un virement, même aujourd'hui les virements instantanés, c'est gratuit d'un compte à un autre, donc on s'en rend pas trop compte. Mais dès qu'on a des entreprises, et nous par exemple on le voit sur des SCI, à chaque fois qu'on fait des virements, on a des frais par-ci, des frais par-là. Si jamais vous devez envoyer de l'argent sur un compte à l'étranger, en dehors en dehors de la zone CEPA, vous allez vous retrouver avec des frais importants de votre établissement bancaire. Et en fait, avec la blockchain, vraiment, vous pouvez envoyer, je sais pas moi, 200 000 euros avec $1 de frais, même pas quoi. En fonction de la blockchain que vous utilisez, en fonction du moment où vous le faites. Donc vraiment, c'est hyper intéressant
de se renseigner un petit peu sur tout ça, et surtout que c'est un peu le but de l'épisode, c'est qu'il y a d'autres manières de gagner de l'argent en crypto-monnaie que simplement acheter-revendre, et c'est un peu ce qu'on va voir aujourd'hui. Ouais. Commençons par les airdrops. Oh my god. Alors les airdrops, je sais pas si... c'est quoi du coup Alors le airdrop, en fait, c'est une distribution gratuite de tokens pour un projet, pour un peu le promouvoir. C'est-à-dire que grosso modo, aujourd'hui, quand tu lances un projet en crypto, c'est vrai qu'à la base des bases, ceux qui ont lancé leur premier projet, le but c'était d'en parler un petit peu, si t'avais une idée un peu novatrice, ça suffisait à ce que t'aies du monde qui vienne. Aujourd'hui, t'as tellement de projets, tellement de blockchain, tellement de tokens qui sont créés, que c'est compliqué de le faire connaître. Est-ce que ça ressemble un peu comme une levée de fonds gratos en fait? Alors, où t'as fabriqué tes tokens et là faut les lâcher sur la blockchain et du coup y a pas de prix pour l'instant. Alors oui, non, c'est un petit peu différent. C'est-à-dire qu'effectivement, toi, ce que tu parles, c'est l'ICO, donc c'était le moment où en gros ils émettaient le token et que tu pouvais en récupérer à un prix qui était fixé. En fait, le airdrop, il va venir en complément de tout ça. Il peut venir un petit peu avant l'ICO, il peut venir un petit peu après. En fait, le airdrop, c'est une manière d'encourager l'adoption et de fidéliser une communauté autour d'un projet. Donc en fait, le but, c'est que par exemple, aujourd'hui, tu ouvres une blockchain. Le problème, c'est que tu dis, ouais, voilà, ma blockchain, elle a telle utilité. Il y a ces applications-là qui marchent dessus. Le problème, c'est que personne s'en sert. Parce que forcément, personne te connaît. Bon, tu fais un peu de pub sur les réseaux sociaux, sur les forums spécialisés, c'est tout. Le problème, c'est que si tu veux vraiment prouver que ta blockchain fonctionne, il faut que tu aies des gens qui viennent dessus. Donc il faut que tu aies des gens qui déplacent d'autres tokens de d'autres blockchains compatibles ou qui viennent déposer des fonds ou en tout cas qui viennent l'utiliser, faire des transactions dessus. Et en fait, c'est en faisant ça que tu vas augmenter le volume de transactions au sein de ta blockchain, que tu vas montrer qu'elle fonctionne, que tu vas montrer les applications qui sont dans le fond, que tu vas créer de l'engouement. Et du coup, les premiers qui vont venir sur ta blockchain, il va falloir les récompenser. Parce que sinon, tout le monde a autre chose à faire. En vrai, le concept du airdrop, c'est un peu si vous avez du temps et que vous avez des fonds disponibles, parce que ça prend un peu de temps, vous allez devoir faire des actions sur une blockchain. Donc ça peut être déposer des fonds, reprendre des fonds, faire des transactions. T'es un peu plus comme un business angel en fait. Non, encore une fois, non. Le business angel, il vient déposer des fonds, il investit dans un projet. Là, on te demande pas d'investir dedans. Tu viens faire des actions. C'est un peu, il faut imaginer ça. Moi, je le comparais aux réseaux sociaux. Imagine demain, vous avez, je sais pas moi, il y a Instagram, on va appeler ça Instagram. Il y a Instagram qui s'ouvre et Instagram, il veut montrer qu'il est plus efficace qu'Instagram. Et le problème, c'est que tout le monde est sur Instagram, regarde Instagram de loin et dit bon, à quoi ça sert, tu vois. Et en fait, Instagram, il va dire vas-y, les premiers utilisateurs qui viennent publier des photos, mettre des messages, des stories, etc. On va leur donner un petit peu d'argent, on va leur donner des tokens pour les récompenser d'être les premiers. Et les airdrops, c'est un peu ce fonctionnement-là. C'est-à-dire qu'en gros, les premiers qui vont venir utiliser la blockchain et mettre des fonds à l'intérieur, ils seront récompensés parce que c'est grâce à eux que le projet va pouvoir grandir. Maintenant, ça, c'est un peu le fonctionnement de base, mais forcément dans la pratique, le problème principal que vous allez avoir sur les airdrops, c'est que vous savez pas forcément si le projet va aller au bout. Ouais, du coup, j'allais dire comment tu sais sur lequel il faut faire des actions, tu vois. Blockchain. C'est un petit peu là encore une fois en regardant le projet, en regardant un peu ceux qui ont l'air populaires, ceux qui ont l'air de bien démarrer, parce que souvent les airdrops ça va mettre plusieurs mois, voire parfois jusqu'à 1 an pour que vous puissiez avoir un peu la rémunération des actions que vous aurez faites, donc ça peut mettre vraiment beaucoup de temps. Mais quand à la fin ça paye, ça peut payer entre quelques dizaines de dollars de tokens, voire parfois des dizaines de milliers si vous avez été un gros utilisateur. Et la problématique aussi du airdrop, c'est que vous allez avoir tout un tas de conditions à remplir et que des fois, si vous n'avez pas rempli l'intégralité des conditions, vous aurez peut-être pas les tokens. C'est-à-dire que par exemple, il y avait peut-être 5 conditions différentes d'actions que vous deviez faire sur la blockchain pour être éligible à l'airdrop. Si vous n'avez fait que 4 par exemple, vous aurez pas les tokens. Donc vraiment, ce qu'on appelle le airdrop, c'est le fait de recevoir des tokens, d'avoir une distribution gratuite suite à des actions que vous aurez fait sur la blockchain. C'est vraiment ça. Et en fait, ça, c'est assez intéressant, notamment quand vous avez du temps et que vous avez un peu de fonds en crypto, parce que vous pouvez comme ça récupérer quelques milliers de dollars par an, voire parfois beaucoup plus en fonction du temps et des fonds que vous y attribuez, pour récupérer à la fin des tokens. Donc encore une fois, sur la même logique, il faut faire plusieurs projets, faire plusieurs airdrops pour qu'à la fin, t'en as un qui va beaucoup plus payer que les autres. C'est toujours un peu la même idée, tu sais pas à l'avance combien tu vas gagner. Mais c'est une manière qui est assez peu connue, c'est devenu assez populaire, on va dire, depuis 2022-2023, surtout en 2024, il y a pas mal de projets qui ont bien payé, il y a eu Arbitrum, il y a eu Jupiter, il y a eu Hyperliquid, voilà, il y en a eu plusieurs qui ont été assez intéressants. Si ça vous intéresse, moi
moi je vous inviterai à faire vos recherches directement dessus pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Je vais pas l'expliquer ici dans le détail parce que ça sera pas intéressant et pas parlant. Moi le but c'est vraiment de vous montrer que ça existe, et après si vous voulez aller plus loin, faites vos recherches de votre côté. Et voilà, c'est déjà une première manière de gagner des fonds autrement que simplement en achetant, en revendant des cryptos, sachant que des fois ce que vous allez pouvoir faire en airdrop, vous allez pouvoir le faire avec des cryptos que vous aurez justement acheté dans le but de les revendre dans plusieurs mois, plusieurs années. Par exemple, vous allez parfois avoir besoin souvent d'Ethereum, en fonction que si votre airdrop il se fait sur un layer 0, layer 1, layer 2, vous allez utiliser aussi pas mal Solana. Vous allez peut-être aussi parfois utiliser SU. Donc voilà, vous allez utiliser plusieurs blockchains où vous pouvez vous dire j'achète de l'Ethereum, je compte pas le vendre avant 1-2 ans, utiliser une partie de ces Ethers pour faire des airdrops, ça peut être une manière de justement faire fructifier un peu plus ces fonds-là en parallèle, même si c'est pas que vous allez placer les Ethers, c'est plutôt que vous allez vous en servir. Et c'est là qu'on revient un peu sur la logique de plus vous utilisez la blockchain, plus vous devenez faire d'actions, plus tu et de ce que je disais un peu en introduction de l'épisode, c'est-à-dire de devenir un peu familier avec la blockchain, avec l'utilisation qu'on s'en fait. Ça peut paraître un peu compliqué au début parce qu'on n'a pas l'habitude. En réalité, c'est pas hyper, c'est vraiment plutôt simple. Ok. Ensuite, il y a le stacking, du coup. Là, si j'ai bien compris, le stacking, c'est en gros tu bloques des fonds et tu récupères les intérêts composés, je suppose, sur la mise de départ. Exactement. C'est-à-dire, tu l'as assez bien résumé. On avait parlé il y a beaucoup d'épisodes d'un petit peu la distinction entre le stacking et qu'il y avait entre le stacking et entre le proof of stack et le proof of work. On en avait parlé à l'époque. Donc le proof of work, c'était souvent avec les fameuses cartes graphiques. Donc vous aviez souvent, par exemple, le Bitcoin, c'est une blockchain qui fonctionne avec des cartes graphiques qui doivent tourner pour valider les transactions, et vous allez être rémunéré justement pour le fait d'avoir validé les transactions. D'ailleurs, justement, dans la liste, petite parenthèse, mais dans la liste des méthodes pour un petit peu gagner des cryptos et de l'argent autrement, aujourd'hui, j'ai pas parlé du minage parce que malheureusement, c'est plus assez rentable en France, parce qu'en fait, quand vous êtes mineur, vos coûts principaux, c'est combien vous achetez les cartes graphiques. Et aujourd'hui, forcément, les nouvelles technologies, les cartes, elles sont efficaces, mais elles coûtent aussi plus cher. Et en plus, il y a surtout combien vous payez l'électricité. Ouais. Parce que un de vos coûts principaux, c'est combien d'électricité vous allez utiliser. Et le problème, c'est qu'en France, particulièrement avec les taxes et l'augmentation du prix d'énergie depuis 2-3 ans, c'est devenu assez peu rentable de miner la plupart des blockchains. Donc en général, les mineurs vont plutôt aller dans des pays un peu plus du tiers-monde, voire aux États-Unis, où on peut avoir de l'énergie vraiment pas chère. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, en France et en Europe, de manière générale, ça ne l'est plus. Donc justement, on ne parlera pas de minage aujourd'hui. Mais du coup, pour revenir au stacking, c'est un peu le même pendant que le minage, sauf que là, vous allez utiliser des cryptos existantes pour en fait les stacker directement. Donc en fait, vous allez les bloquer sur un réseau pour permettre de faire fonctionner ce réseau et de valider les transactions. Par exemple, Ethereum, on en avait déjà parlé, un pool de liquidité d'Ethereum, c'est 32 Ethers. Bien évidemment, si vous n'avez pas 32 Ethers, parce que 32 Ethereum aujourd'hui à environ $3,000, ça fait quasiment 100 000 €. Vous n'en avez pas besoin d'en avoir 32. Vous pouvez parfaitement rejoindre un autre pool et mettre le peu d'Ethers que vous avez en fonctionnement là-dessus. Et ça va vous permettre d'avoir un rendement directement, parce que le fait que votre pool va valider des transactions, ça va vous permettre de récupérer des intérêts. Donc en général, vous êtes entre 4 et 12% à peu près. Et c'est quoi le risque du coup? Parce qu'en fait, vaut mieux faire ça plutôt que placer sur un livret A tes thunes en fait. Exactement, t'as bien raison. Les risques, il va y en avoir plusieurs qui sont assez classiques, que ce soit de toute façon en termes d'investissement. Que la plateforme crash, non? Il y a exactement des en fonction de est-ce que vous placez sur une plateforme centralisée ou pas, parce qu'aujourd'hui du stacking, par exemple sur Kraken, tu peux faire du stacking avec tes Ethereum. Donc ça peut être une première manière de perdre ses fonds. Ça peut être que la plateforme ait un souci ou fasse faillite, comme FTX par exemple. Les gens qui faisaient du stacking sur FTX, ils ont tout perdu. Enfin tout perdu. Aujourd'hui on parle de remboursement, alors j'ai toujours pas très bien compris combien ils allaient être remboursés, mais bon voilà, bref, c'est un des risques que vous avez. Il y a aussi par exemple si vous faites du stacking en non custodial sur une plateforme décentralisée, là vous pouvez avoir un peu tous les risques de piratage ou de récupération des fonds contre votre volonté. Parce que tu peux pas mettre sur une ledger du coup tes trucs. S'ils sont sur une ledger, en principe, ce qu'on appelle un cold wallet, on en reparlera tout à l'heure, mais en fait ils sont pas, tu peux pas les mettre en stacking. S'ils sont en stacking, ils sont sur le réseau. Il y a
Et il y a le blocage des fonds aussi qui est un problème. Parce que tu peux pas en disposer comme tu veux, du coup. Exactement. En fait, quand ils sont bloqués, tu vas avoir un préavis. Tu peux pas dire, vas-y, En fait, c'est ça. Je peux pas dire, je les reprends 5 minutes. En général, tu vas avoir quelques semaines de délai. Mais bon, ça, dans la finance, c'est souvent comme ça. Par exemple, quand tu bloques des fonds quelque part, quand tu veux les récupérer auprès d'un fonds d'investissement, auprès d'une banque, tu vas avoir du délai pour le récupérer. Ça peut être un souci si effectivement vous êtes en mode, je vais être très liquide pour pouvoir vendre rapidement mes Ethers ou mon autre crypto. Ça peut être un problème d'avoir ce blocage-là. Ok. Du coup, il y a le stacking, c'est différent du lending. Lending, voilà. En anglais, c'est prêter. Exactement. Pas trop nul. Exactement. Et alors là, du coup, faut réexpliquer le fonctionnement parce que du coup, si tu prêtes à qui ou quoi, je dirais que c'est même encore, c'est peut-être un peu plus simple à comprendre le lending que le stacking parce que voilà, le stacking, il y a vraiment la logique de comprendre comment fonctionne la blockchain, comment on valide une transaction. Le lending, c'est simple, c'est qu'en fait, vous allez prêter vos cryptos à d'autres et en fait, ils vont vous récompenser d'un intérêt pour le fait d'avoir fait cette transaction. C'est quoi, ça va des vraies personnes du coup que tu donnes Exactement. Gestion de pattes Exactement. décentralisée. C'est-à-dire que le lending, c'est déposer sur le réseau vos crypto-monnaies. Il y a ce qu'on appelle un smart contract, donc un contrat sur la blockchain qui va être passé. Quelqu'un va pouvoir récupérer vos cryptos pour aller les réinvestir. Forcément, il doit vous les rendre à la fin. Et quand il vous les rendra avec un intérêt. La plupart du temps, pour faire du lending, tu vas le faire directement avec des stablecoins. Et là, ça peut être intéressant. Donc les stablecoins, on rappelle, c'est des crypto-monnaies qui ont la même valeur que ce qu'on appelle une monnaie fiat, donc de l'euro, du dollar. La plupart du temps, ça sera du dollar. Les deux plus gros stablecoins aujourd'hui, c'est Tether avec l'USDT et l'USDC de Circle. Donc c'est les deux plus gros. Et effectivement, c'est eux que vous allez utiliser la plupart du temps pour faire du lending parce que grosso modo, faut se dire, voilà, imaginons que vous avez investi sur une crypto-monnaie, vous avez revendu votre crypto et vous l'avez converti en stablecoin, vous avez gagné votre plus-value, vous êtes en mode je sais pas trop ce que je vais faire de mes cryptos, pour l'instant j'ai pas envie de les récupérer en euros, ou alors justement vous avez récupéré des euros et vous savez que vous devez en garder une partie pour payer la plus-value l'année d'après par exemple. Enfin il y a plusieurs possibilités où vous vous dites je vais garder des stablecoins et plutôt que simplement les laisser sur le compte un peu comme vous auriez sur votre compte bancaire et que ça vous rapporte rien, vous les mettez en lending et ça va vous rapporter un taux d'intérêt. Toujours pareil, la même logique. Plus votre taux d'intérêt va être élevé, plus en général ça veut dire que vous avez un risque, que vous ne les revoyez pas. Ouais. Donc c'est là où vous devez souvent faire un choix. Parce qu'en fait les personnes te donnent à l'avance le taux de rendement sur lequel Non, c'est un taux de rendement indicatif. Après, en général, il est une fourchette. Voilà, c'est ça. C'est que par exemple, je sais pas moi, tu fais du lending sur telle blockchain, par exemple sur la blockchain Base, tu vas peut-être avoir sur ton USDT entre 4 et 6% de rendement. Tu vois ce que je veux dire? Ton taux de rendement, c'est pas aussi simple que d'investir sur un livret A. On te dit voilà, ton taux c'est 2,40. Là, c'est un peu plus un taux de marché. Ça dépend combien c'est rémunéré. En général, le taux qui va t'être servi est plus ou moins proche de ce qu'on t'avait annoncé à la base. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que plus tu vas aller sur des grosses blockchains et sur des grosses plateformes, moins tu vas avoir de rendement. Plus tu vas aller sur des petites et prendre un peu plus de risques qu'à un moment donné il y a un problème, plus tu as un peu plus de risque de perdre une partie de tes stablecoins ou de tes coins que t'as placé. La plus grande plateforme, ça aussi vous pouvez le faire soit du coup sur des plateformes centralisées, donc sur Binance, sur Kraken, vous pouvez faire du lending, ou alors vous pouvez le faire sur des plateformes décentralisées sur ce qu'on appelle de la DeFi. La plus connue, la plus grosse, c'est Aave. D'ailleurs, c'est aussi la plus safe. Ça, si vous connaissez un petit peu en crypto, ça vous en parlera. Sinon, tapez juste Aave sur Google et vous verrez un petit peu plus comment ça fonctionne. Et là aussi, vous aurez en fait un choix. C'est un peu, il faut le voir, c'est comme si vous étiez dans votre banque et en fait vous avez plein de livrets différents avec des taux de rendement et certains avec plus de risques que d'autres. Et là, vous faites un petit peu vos choix. Moi, c'est vrai que ce que je vous recommanderais pour du lending, si vous en faites, c'est d'aller plutôt sur un taux de rendement qui est entre, on va dire, maximum 8%. Quand vous voyez du 12, voire quand vous voyez plus de 10, en général, c'est peut-être qu'il peut y avoir un loup. Moi, je me souviens à l'époque, l'UST de Terra Luna, oui. Ça remonte un petit peu, mais lui, il avait complètement dépeg, et du jour au lendemain, il valait 0. Le problème, c'est qu'il rémunérait 12%, à l'époque. Et moi, 12%, je connaissais des gens qui avaient investi dedans, je leur avais dit 12%, c'est pas normal en finance. Quand tu gagnes du 12%, c'est qu'il y a vraiment un risque derrière. Donc voilà.
restez plutôt sur les grosses blockchains, essayez de les placer entre 4 et 8. Dites-vous que c'est toujours mieux qu'un livret A, que ça vous protège vos cryptos en valeur en dollars ou en euros de l'inflation, et que c'est une autre manière de faire du rendement. Alors forcément là on parle pas de multiples à x10 comme vous pourriez avoir en achetant, revendant des cryptos, mais franchement faire du 4 à 8% par an avec très peu de risques, c'est déjà pas mal. Parce que du coup, ça c'est quand même... Est-ce que tu dirais que c'est un peu plus risqué quand même de faire du airdrop, staking et lending? Alors, juste placer, parce qu'il va falloir sécuriser un peu. Moi je trouve ça... Enfin, c'est pas que la technologie est nouvelle, parce que ça fait quand même quelques années, mais... Les risques vont pas être... En fait, c'est plutôt que les risques vont pas être les mêmes. En fait, si tu veux, quand t'achètes pour revendre, ton risque principal, c'est que le prix baisse et que du coup, ton prix de revente soit inférieur à celui que t'as acheté. C'est un risque qui est assez simple, mais c'est aussi le plus gros risque que tu peux avoir en soi, parce que tu peux perdre beaucoup en fonction de la diminution de prix que tu peux avoir sur ton actif. Maintenant, les airdrops, ce que tu vas surtout risquer, c'est d'avoir perdu un peu de frais de transaction sur ce que tu auras utilisé, c'est d'avoir passé du temps qui sera mal rémunéré pardon, parce que tu gagneras pas grand-chose. Maintenant, en soi, sur les airdrops, tu peux pas perdre de l'argent vu que t'achètes pas quelque chose qui va perdre de la valeur. Il y a pas d'opération d'achat. Donc le risque que tu vas avoir, c'est plutôt peut-être que si on en reparlera justement, ce sera la deuxième partie de cet épisode, on parlera un peu plus de sécurité, mais qu'en gros tu cliques sur un lien en pensant faire un airdrop et qu'en fait le lien ça soit un lien de phishing qui te récupère tes mots de passe pour tes comptes et qui du coup te fasse perdre de l'argent d'une autre manière, tu vois. Mais je veux dire, en soi, le airdrop, c'est pas quelque chose qui est risqué, c'est juste quelque chose où on sait pas si ça va payer ou pas. Le stacking et le lending, maintenant, ça aussi, c'est quand même des choses... C'est les mêmes risques, d'après ce que j'ai compris. Pardon ? C'est les mêmes risques, en fait. Non, c'est pas vraiment les mêmes risques, parce que là, c'est plutôt tu gagnes un taux d'intérêt qui est quand même... Bon, c'est un bon taux d'intérêt pour les taux de marché qu'on a aujourd'hui. Il faut pas oublier quand même que les cryptos, c'est une niche. Tout le monde investit pas en crypto, tout le monde ne fait pas du stacking ou du lending. Donc le taux d'intérêt, donc votre prime de risque que vous allez aller faire du stacking ou du lending aujourd'hui est mieux rémunéré. C'est pour ça qu'on peut faire jusqu'à 10%. Mais c'est sûr que le fait de faire du 10%, ça veut dire aussi que vous êtes sur quelque chose de moins risqué que simplement acheter, revendre des cryptos. Si vous faites du stacking, je pense que le plus gros risque que vous allez avoir, c'est que la valeur du coin que vous avez mis en stacking baisse en fait. C'est-à-dire que vous l'avez bloqué, vous pouvez peut-être pas le revendre de suite. Maintenant, avoir vraiment des blockchains qui font faillite où vous perdez tous vos coins, si vous restez sur Ethereum ou Solana, il y a peu de chances que la blockchain s'arrête du jour au lendemain. Maintenant, le lending, c'est encore, comme j'en avais parlé, au niveau du risque que tu vas avoir, plus tu fais du lending sur des grosses blockchains et plus, entre guillemets, ton taux d'intérêt est faible, moins t'as de risque que t'aies vraiment un problème à la fin, plus tu vas sur des trucs un peu exotiques, petits, plus t'as un risque que t'aies un souci, mais tu seras aussi mieux payé. Tu vois, c'est toujours à faire le choix entre est-ce que je veux vraiment gagner le plus de rentabilité possible et prendre un peu de risque, ou est-ce qu'à l'inverse, je suis prêt à me dire, ok, je gagne moins, mais au moins je suis sûr que je perdrai pas mes cryptos. Ce qui est sûr, c'est que c'est d'autres manières d'investir dans l'écosystème crypto et en soi, c'est quand même moins risqué que simplement faire de l'achat-revente. Et puis, par exemple, si ceux qui ont peut-être acheté revendu sur des meme coins, par exemple, c'est beaucoup plus risqué d'aller sur des meme coins que de faire du lending ou du stacking. C'est vrai. Bon, comment est-ce qu'on sécurise du coup et qu'on évite les arnaques ? Alors là, vous allez avoir plusieurs choix. Déjà, quand on parle de sécurité, c'est savoir comment vous allez stocker vos cryptos. Donc là, ça peut aussi s'appliquer. Je pensais que c'était intéressant j'hésitais qu'on fasse un épisode à part, mais sinon je pensais que ça allait bien avec l'épisode du jour qu'on en parle maintenant. Grosso modo, là, on parle même pas de staking, de lending, c'est vraiment vos cryptos. Où est-ce que vous les mettez? Donc grosso modo, aujourd'hui, vous avez plus ou moins trois manières de stocker entre guillemets vos cryptos. Soit vous restez sur les plateformes centralisées, donc Binance, Coinbase, Crypto.com, Kraken. Là, c'est plutôt pas mal parce qu'aujourd'hui, c'est des grosses plateformes qui commencent à être de plus en plus régulées. C'est surtout des plateformes qui aujourd'hui ont quand même pignon sur rue sur le marché, qui sont là depuis longtemps. Alors certes, vous avez des frais. Ils font pas mal de KYC et tout. Il y a de plus en plus des KYC, il y a des réglementations qui arrivent en Europe et aux États-Unis. Donc voilà, quand vous êtes sur ces plateformes-là, je peux pas dire qu'il n'y ait pas de risque, mais je veux dire de
plus le temps avance, plus on se rapproche d'un risque qui est un peu proche celui d'une banque. Oui, une banque peut faire faillite, mais bon, les banques vont pas faire faillite du jour au lendemain. Maintenant, vous avez d'autres problèmes, c'est-à-dire que par exemple, moi, ça arrivé à un ami, il a voulu faire un virement depuis son compte Binance et son virement est pas passé et du coup, son compte a été bloqué pendant 2 mois. Donc, c'est-à-dire que pendant 2 mois, les fonds qu'il avait sur Binance, il pouvait pas les récupérer. Voilà, vous pouvez un petit peu avoir ce type de problème. Néanmoins, ce que je vous recommande quand même, c'est de rester sur les grandes plateformes et d'éviter que si par exemple vous allez sur des petites plateformes émergées en Europe de l'Est, des trucs pas très connus, là vous avez vraiment le risque entre guillemets de pas revoir vos fonds. Après les portefeuilles centralisés, il y a les portefeuilles décentralisés. Mais justement, ce que je disais, les portefeuilles centralisés, c'est les grosses plateformes, et décentralisées, oui, c'est celles qui sont voilà, grosso modo, c'est Trust Wallet, MetaMask, c'est-à-dire que c'est vous qui créez votre wallet et qui mettez des crypto-monnaies dessus. Alors ça, c'est pas mal parce que on est vraiment dans l'aboutissement de la logique des blockchains, c'est la liberté, vous faites ce que vous voulez, personne vient vous contrôler, mais par contre, il faut que vous soyez plus responsable. Et c'est là que vous devez faire très attention aux opérations que vous allez faire, parce qu'il peut vite y avoir des problèmes où en fait, sans faire exprès, vous faites une opération, vous devez signer un smart contract et vous avez pas vu par exemple que dans le smart contract, il y a une petite ligne qui donnait accès à votre wallet à la personne avec qui vous avez fait la transaction. Donc il y a beaucoup d'arnaques, c'est là où je veux en venir. C'est-à-dire que c'est le mieux parce que vous avez le moins de frais et que là, entre guillemets, vous avez personne qui vient vous contrôler, vient vous regarder ce que vous faites sur votre wallet. Mais par contre, voilà, il faut faire très attention aux opérations que vous allez faire. Le risque de tout perdre est plus élevé quand vous êtes sur un MetaMask ou un Trust Wallet que si vous étiez sur une grosse plateforme centralisée qui va vérifier vos opérations. C'est une opération un peu bizarre, type vous êtes fait pirater une opération de retrait, peut-être que la plateforme va venir contrôler et bloquer la transaction en attendant d'être sûr que c'est vous, etc. Alors que sur un wallet décentralisé, là, sur votre MetaMask, s'il y a une opération qui est faite, elle est faite instantanément et vous pouvez plus revenir en arrière. Il y a après ce qu'on appelle aussi les cold wallets, donc ça va être classiquement un ledger. Alors attention, on a souvent l'abus de langage et moi-même je l'ai eu tout à l'heure dans l'épisode de dire que on met ses cryptos sur la ledger. Alors la ledger, ça ressemble à une clé USB, vous mettez pas vos cryptos dessus, c'est plutôt que c'est la ledger qui retient les informations qui prouvent que un certain nombre de cryptos sur la blockchain sont bien à vous. En fait, la ledger, c'est plutôt une adresse. C'est-à-dire que ça retient l'adresse et ça prouve que c'est bien vous qui êtes propriétaire des cryptos sur la blockchain, mais elles sont pas mises à l'intérieur. L'avantage que vous avez, c'est que vous êtes déconnecté du réseau, donc entre guillemets, quand il y a des problématiques de piratage d'un MetaMask par exemple, ou qu'il y a des problématiques de, par exemple, une plateforme qui fait faillite, là au moins quand vous avez mis vos cryptos, vous les avez protégés par le biais d'une ledger, pour le coup vous êtes 100% safe. Maintenant, ce qu'il faut faire attention, et c'est un peu pareil pour le MetaMask, on va reparler des mots de passe juste après, c'est qu'il faut faire attention à ces mots de passe et notamment à sa seed. Ce qu'on appelle sa seed phrase, c'est la clé de 24 mots qui vous permet d'accéder à votre ledger. C'est super long en plus, franchement. En gros... Et c'est aléatoire de ouf, en plus, c'est des mots random, tu vois. On va pas se mentir, tu vois, je pense que le plus simple aujourd'hui quand t'as comme ça des ledgers, des gros mots de passe, etc., c'est de revenir un petit peu à l'ancienne et c'est de les écrire. Parce qu'au moins, quand ils sont sur un bout de papier, personne peut venir te les chercher. Parce que imaginons même que tu fasses cambrioler. Les cambrioleurs aujourd'hui, ils vont pas venir chercher le mot de passe d'une ledger dont ils ont pas. En gros, pour que le mec il ait les coordonnées de ton MetaMask ou de ta ledger et qu'en plus il puisse venir chez toi les récupérer, il faut vraiment que tu sois très connu. Tu vois, je veux dire, ça peut pas arriver dans le monde moderne. Donc, le mieux, je pense que c'est aujourd'hui pour ces mots de passe et ces sites phrases, c'est de les écrire quelque part. Comme ça au moins, et voire de les écrire à 2 endroits, sait-on jamais que votre maison brûle, il faut que vous puissiez les récupérer. Mais en tout cas, au maximum, ne les stockez pas sur votre ordinateur, parce que les piratages d'ordinateur, ça se fait. Vous pouvez également utiliser des gestionnaires de mots de passe sécurité. Par exemple, Google Authenticator, c'est vachement utile quand vous voulez comme ça protéger vos crypto-monnaies. Vous devez aussi faire attention à vos adresses mail. Ça aussi, les piratages d'adresses mail et les fuites de données, il y en a quasiment chaque année. Donc, quand vous avez comme ça des adresses mail un peu principales qui vous servent sur tous vos comptes, avec en plus les mêmes mots de passe, ça vraiment, quand vous voulez faire de la crypto, c'est vraiment la mauvaise idée. Créez-vous une adresse mail dédiée par exemple sur ProtonMail. C'est quand même vachement plus sécurisé que Gmail ou que les autres grandes plateformes. Ça évite ça évite davantage les fuites de données. Et vraiment essayer d'avoir un mot de passe différent pour chaque application, chaque plateforme. Là encore, ça vous protégera pas qu'un jour vous ayez un souci, mais au moins si un jour un pirate arrive à avoir un de vos mots de passe, il peut pas avoir accès à tout en même temps. Ouais, faites pas les boomers. Exactement.
Et c'est vrai que autant, par exemple, je sais pas moi, j'imagine pour les réseaux sociaux, si vous avez le même mot de passe sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur Telegram, ça au pire des cas, franchement, vous faites pirater, bon on s'en fout un petit peu quoi. Je veux dire, ils peuvent pas récupérer d'argent, ils peuvent un peu nuire à votre vie privée, etc. Ils peuvent récupérer des infos sur vous, mais ils auront pas accès à vos cryptos. Alors que vraiment dans l'environnement crypto, ayez un mot de passe dédié, compliqué et fort en termes de sécurité. Voire mettez aussi les authentifications à 2 facteurs sur les plateformes. Donc une authentification à 2 facteurs, c'est soit vous avez 2 mots de passe différents, donc vous devez remplir les 2 mots de passe à la suite, ce qui permet en général que si jamais un pirate arrive à avoir un mot de passe, il a peut-être le premier mais il a pas le deuxième, ou alors vous allez avoir et un mot de passe et une authentification par chiffre, donc via Google Authentificator, ou par exemple vous devez émettre le mot de passe et recevoir une notification sur votre ordinateur plus une authentification sur votre téléphone, et là pareil, le pirate il peut pas avoir accès à ces trois outils en même temps, donc là aussi vous compliquez sa tâche. Par ID ça fonctionne ou pas? Oui, ça fonctionne. Ouais. Et ça aussi, c'est une bonne sécurité. Je pense à ça, je me dis parce que mes petites sœurs sont jumelles et en fait, elles arrivent à se déverrouiller le téléphone, tu vois. Ah bah, il y en a une qui pourrait vider le wallet de l'autre, ouais, si elles investissent en crypto, ça serait possible. Non, mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que de toute façon, il y a jamais aucune sécurité qui est inviolable, mais plus tu mets de la sécurité, plus en tout cas c'est ça, tu limites le risque. Pareil, ça j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais si vous avez des gros fonds crypto, quand je dis gros fonds, on va dire somme à 5 chiffres, voire à 6 chiffres, c'est bien de les avoir sur plusieurs plateformes, plusieurs wallets, de pas tout avoir au même endroit, que si un jour vous avez un problème, vous perdiez pas tout quoi. C'est vrai. Et après peut-être tout ce qui est Wi-Fi. Je suppose, je sais pas, toi t'es souvent en 4G ou 5G quand t'es sur tes trucs, donc je sais pas, est-ce qu'il y a... Justement, 4G, 5G, c'est assez sécure, parce que ça veut dire que le mec, pour en gros avoir tes infos, il doit pirater directement l'antenne 4G ou 5G qui est proche de chez toi, donc je veux dire, on est quand même sur des niveaux de piratage qui sont sensiblement plus élevés. Maintenant, pareil, c'est jamais inviolable, mais par contre, les Wi-Fi publics, dans la même mesure du possible, éviter. Je sais pas qui fait ça, parce qu'en fait, même pour le reste, c'est-à-dire tes codes de sécu, tes codes bancaires tout court, il faut pas, en fait, là. Il vaut mieux éviter. Après, je sais pas, moi, t'es à l'étranger, t'es dans un aéroport, tu vois, par exemple, quand on est parti au Mexique, on était à l'aéroport de Mexico, on était sur le wifi de l'aéroport, tu vois. Non, moi j'avais une, tu sais, les puces. Ah oui, c'est vrai, toi t'avais pris une eSIM, mais moi j'en avais pas pris, du coup j'étais sur le wifi de l'aéroport. Toi t'es un boomer, Julien, c'est tout. Mais ça, dans la limite du possible, il faut essayer d'éviter. Pareil, toujours pareil, les sites frauduleux, le phishing, c'est assez classique. C'est vous recevez un mail qui vous dit attention, quelqu'un est en train de pirater votre plateforme Binance, etc. Cliquez vite sur ce lien pour vérifier que c'est vous. Tu cliques dessus, en fait tu arrives sur un faux site de Binance qui te demande de connecter, tu donnes tes informations de connexion et du coup le pirate les récupère de cette manière-là. Ça, c'est vieux comme le monde, il n'y a pas que ça dans les crypto-monnaies, mais malheureusement c'est une grosse source de piratage. Et après, de faire aussi attention à de cliquer sur des liens. Tout à l'heure, quand je parlais justement des airdrops, je sais pas moi, s'il y a marqué oui, venez vite récupérer vos tokens pour cet airdrop, etc., vous cliquez dessus, vous risquez de télécharger un petit malware ou un petit logiciel qui va venir en fait récupérer vos informations et encore les donner à un pirate. Vous pouvez également utiliser 2 trucs qui marchent assez bien, c'est WalletGuard et Etherscan. C'est 2 plugins d'extension que vous pouvez mettre sur Chrome en général et qui vont venir vérifier vos transactions. Donc là, encore une fois, c'est intéressant de savoir que ça existe, parce que quand comme ça on fait ces opérations là pour la première fois, on est là en mode ah putain, je sais pas si je suis en train de faire une connerie, je sais pas si je me suis pas trompé de bouton, etc. Et en fait c'est des extensions qui viennent vérifier vos transactions, et si vous faites un truc qui est incohérent, ils vont vous le dire. Par exemple, je sais pas moi, vous envoyez toutes vos cryptos à une adresse dont vous n'êtes pas le propriétaire, ils vont pas te le bloquer, mais ils vont te mettre un message, attention, si tu le fais, t'es en train de faire quelque chose. Donc peut-être que c'était vraiment ce que tu voulais faire, mais en tout cas ils viennent te prévenir. Ok. Et du coup, c'est quand même intéressant, je trouve, les 3 méthodes là pour diversifier. Se former, parce qu'en fait, c'est pas si évident que ça, je pense. Oui. T'as des recos ou pas? Là, je t'avoue que j'ai à froid comme ça, j'en avais pas prévu pour l'utiliser. Je suppose qu'il y a des canaux Telegram qui doivent exister. En fait, de manière générale, il faut creuser. Là, honnêtement, je trouve que à l'heure actuelle, ça évolue tellement vite que t'as pas vraiment d'école, ou je pense pas qu'il y ait de formation. Après, non, en fait, tu suis un book sur Internet qui a l'air de savoir ce qu'il fait. Voilà, c'est ça. Après, peut-être que lui te propose sa formation et que dans sa formation, ça te fait gagner du temps et gagner des informations. Mais de manière générale, en fait, il faut juste être curieux, il faut juste se creuser un peu la tête, et surtout, il faut tester. Tu vois, tu t'apprendras jamais aussi bien comment fonctionne la blockchain
blockchain et comment tu fais des opérations, comment tu fais un airdrop, que si tu essaies vraiment d'en faire un. Tu vois, tu peux regarder toutes les vidéos du monde, etc. ou prendre toutes les formations dessus. Il y a vraiment que quand tu vas mettre les mains dedans que tu vas apprendre. Et le mieux, c'est souvent d'apprendre avec des petites sommes. Par exemple, que ce soit faire des airdrops, du stacking, du lending, je sais pas, mettez-vous un capital de quelques centaines d'euros, qu'entre guillemets, si vous perdez, c'est pas très grave, et au moins, ça vous permet de commencer à y toucher. Si vous arrivez à être rentable et vous rendre compte que ça fonctionne, ben là, vous pouvez petit à petit augmenter les montants. C'est toujours classique en termes de comment on apprend et comment on commence à utiliser. C'est vrai. Et en plus, moi là où je veux vous amener un peu à la conclusion de cet épisode, et c'est un peu pour ça que moi j'ai commencé à creuser. Bon, déjà, c'est vrai que vous l'aurez remarqué, j'aime bien les cryptos, je suis assez appétant, je trouve ça vachement intéressant. Mais c'est surtout que là on va arriver sans doute à la fin du bull run. Quand est-ce qu'il sera? Ça, malheureusement, je ne le sais pas. Moi, je parie sur l'été. Tu paries, t'as ta boule de cristal. T'as fait ton chaudron et ton chat noir. Exactement, et mon chat noir m'a dit. T'as donné la réponse, c'est ça? C'est cet été. Donc le souci, c'est que, enfin, c'est pas vraiment un souci, mais quand vous allez sortir comme ça des fonds du bull run, il y a un peu la question dont on se dit, qu'est-ce qu'on veut en faire? Tu vois, nous, par exemple, à la base, on s'était dit, finalement, on sortira les fonds des cryptos, on fera des opérations de marchand de biens, ou on réinvestira dans l'IMO, et plus le temps passe, plus je vois l'évolution de la fiscalité française, plus je suis en mode, je vais peut-être plutôt les garder en crypto et on verra plus tard, tu vois. Et je me dis, si je les garde en crypto, faut quand même que je rentabilise un peu cette somme. Je peux pas me permettre, entre guillemets, d'avoir de l'argent qui dort et qui me rapporte rien. Mais le problème, c'est que quand le bull run est fini, entre guillemets, sur l'achat-revente pur de crypto, après on va pas repartir dans un marché baissier de plusieurs mois, voire de 1 an et demi, 2 ans. Il y aura rien à faire sur l'achat-revente, hormis de petites opérations, et il faut quand même être capable de gagner des fonds, de faire fructifier cette épargne, et faire de l'airdrop, faire du staking, faire du lending. Ça peut être une très bonne manière de quand même faire fructifier ces fonds en crypto sans être dans un but purement spéculatif de j'achète, je revends. Ouais. Affaire à suivre. Tout à fait. Et franchement, n'hésitez pas à nous faire vos retours là-dessus. Et puis pareil, moi je suis toujours appétant si vous avez comme ça des recommandations en termes d'airdrop, en termes de plateforme ou autre, ou des choses que vous trouvez intéressantes ou dont j'aurais pas parlé dans cet épisode. N'hésitez pas à me les envoyer. Franchement, ça m'intéressera grandement. On vous remercie, on vous dit à la semaine prochaine. Merci à vous, à bientôt, ciao.